Voilà, merci beaucoup de nous recevoir chez vous et bienvenue à ce numéro entretien qui reçoit pour vous le prof Alex Choué, avec qui nous allons commenter l'évolution de la situation économique en République démocratique du Congo. Plusieurs sujets au menu. Je m'en vais déjà vous présenter l'invité. Professeur, bienvenue. Merci. Alors, je me sens peut-être un peu très mal placé de dire exactement qui vous êtes. Je vais vous laisser quelques secondes pour ceux qui vous suivent et qui ne vous connaissent pas encore assez. Qui êtes-vous exactement ? Premièrement, je suis congolais et je suis dans fils de pays et j'enseigne l'économie à l'université protestante au Congo depuis aujourd'hui plus de 20 ans. Et j'ai travaillé pour la République dans différents ministères et également à la primature. J'ai travaillé avec 4 premiers ministres. J'ai également travaillé pour la Banque africaine de développement, le PNUD, l'UNICEF, ONU Femmes, un projet de la Banque mondiale et Tony Blair Institute. En bref, c'est un peu ça. Ma petite présentation. Alors, vous êtes également connu pour vos différents tweets qui bougent parfois les lignes. Et récemment, on vous a suivi de très près. Vous avez analysé la situation économique du pays à travers vos différents tweets, ce qui motive d'ailleurs votre présence ici sur ce plateau Zoom-Eco. Mais ma première question pour commencer, j'aimerais qu'on s'accroche à l'actualité. Le chef de l'État a parlé récemment de la rationalisation des dépenses publiques. Et moi, j'aimerais déjà nous orienter vers les premiers essais qui ont été enregistrés, notamment avec la réduction du train de vie qui n'a pas abouti jusque-là, aucun signal fort. Alors la question qui arrive enfin, qu'est-ce qui explique ce blocage? Pourquoi est-ce que cette rationalisation a du mal à prendre la sauce? Alors, lorsque le président a eu ce second mandat, il a présenté 6 options générales pour la conduite de l'action gouvernementale, ce qu'on appelle quotidiennement les 6 engagements du chef de l'État. Et en ce qui me concerne personnellement, en partant de ce qu'il a donné comme rotation, j'ai décliné sur plusieurs chaînes de télévision, je crois que même sur votre chaîne ici, j'ai également parlé des orientations qu'on devrait assigner à la politique économique pendant son deuxième mandat. Et dans ma lecture ou dans ma présentation, j'ai proposé 3 composantes de la politique économique congolaise. La première composante, c'était celle qui portait sur les mesures de normalisation des prix des biens et de stabilisation du cadre macroéconomique. La deuxième composante, c'était justement celle qui visait à mettre en place un cadre d'amélioration de la gouvernance des finances publiques, là où on se trouve. Et enfin, une troisième composante qui porterait sur la transformation de l'économie congolaise, c'est-à-dire le changement de modèle économique. Parce que c'est vrai que depuis 2002 à ce jour, on fait de la croissance économique, mais cette croissance est faite à partir de quel levier et avec quelle incidence sur l'organisation et la structuration de l'activité économique. Donc c'est ce que j'ai proposé. Alors au niveau de la composante portant sur le cadre d'amélioration de la gouvernance de la République, j'ai justement fait remarquer que nous avons peu de ressources actuellement parce que la mobilisation pose problème. Et là, il faudrait agir pour que l'on puisse augmenter. Et les niches sont là. On peut effectivement faire accroître de manière sensible le budget prévisionnel et le budget exécuté en recettes. Et du point de vue de la dépense, j'ai parlé justement de la rationalisation. Parce qu'on peut avoir des milliards en main, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est la grande question. Quels sont les choix qu'on opère et comment est-ce qu'on exécute la politique gouvernementale pour qu'on s'assure que chaque dollar dépensé ou chaque franc dépensé par l'État ait réellement un impact. Lorsque vous parlez de la mobilisation qui pose problème, c'est pour dire que nous n'avons pas une forte capacité de mobilisation? Effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui devraient trouver des réponses, mais malheureusement, on ne le fait pas. Des fois, quand les gens passent à la télévision pour chanter réforme à gauche à droite, mais en réalité, ils ne disent pas la vérité ou bien ce qu'ils font ne vaut pas la peine. Ça va un tout petit peu à l'encontre avec ce que disent les régies financières qui se bombent le torse d'avoir obtenu... Une petite observation simple, je l'ai déjà dit ici. Comment on peut comprendre qu'un directeur de la DGI soit conseiller fiscal d'une entreprise privée? Il y a incompatibilité. Comment est-ce qu'un directeur de la DGDA peut être conseiller en douane d'une entreprise privée? Ce sont des choses qui devraient tomber. Il y a incompatibilité. Aussi longtemps qu'on ne règle pas ce genre de problème, la maximisation ne sera qu'un discours pieux, mais en réalité, on ne va pas y parvenir. On parle de la faible mobilisation des recettes parce que justement, quand on regarde le nombre de contribuables réels et ce qu'il y a sur les listes des entreprises financières, il y a un écart considérable. Plusieurs entreprises privées ont une position débitrice vis-à-vis du fisc. Pourquoi on n'appure pas cela, ces arriérés, pour que l'État gagne?
Ce sont des mesures simples. Mais justement, parce que je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs tentatives pour rationaliser qui n'ont pas abouti. Justement. Alors, vous êtes expert, je vous prends sur cette casquette. C'est demontre que l'on puisse avoir une force d'action au niveau du gouvernement pour bouger ça. Il faut imposer ça. C'est-à-dire que le Premier ministre, le ministre des Finances doivent prendre à bras le corps tous ces problèmes, attaquer. Il faudrait que tout le monde... Oui, mais en faisant quoi? Non, c'est-à-dire que... plus précis. Non, c'est-à-dire que la DGI est conviée à une séance de travail avec le ministère des Finances et on fait l'examen des problèmes. Et ensuite, on regarde les positions nettes de chaque entreprise par rapport au fisc et après on dit, bon, mettez sur place un plan ou un programme d'appurement de ces positions débitrices. Et après, on y va. Et si on ne paye pas, ben, on utilise la... Comment vous avez apprécié la démarche du gouvernement dans l'objectif de justement rationaliser les dépenses publiques? Non, mais, depuis un temps, comment vous appréciez? Bon, ça, c'est en fait c'est le deuxième volet justement de la question que l'on est en train d'évoquer ici. Ben, ça ne se décrète pas, ça s'applique. C'est bien pour vous dire que nous allons faire ça, nous allons faire ça. Mais lorsque vous regardez les rapports d'exécution du budget de l'État, il y a un problème. Déjà, l'année passée, je crois qu'il y avait eu un problème entre le président Bosso et le député Sessanga sur la reddition des comptes. Mais ce sont des problèmes qui sont récurrents. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Chaque année, quand on fait la reddition des comptes, on se rend compte qu'il y a des écarts majeurs entre ce qui a été prévu et ce qui est fait. Mais parce que justement, le suivi n'est pas bon, il n'y a pas de mesures rapprochées. Or, il faudrait justement qu'il y ait un suivi rapproché pour éviter des dérapages. Et là, c'est une réforme qu'on devrait faire. Au niveau du gouvernement, je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a la Troïka qui a été installée autrefois, on a vu un point de comité de conjoncture, mais il faudrait que chaque 3 mois, parce que le plan de l'agriculture et le plan de trésorerie sont exécutés trimestriellement, que le Premier ministre exige des rapports auprès des ministres qui ont en leur charge le budget et les finances, pour savoir comment est-ce que le budget a été exécuté, comment est-ce que les fonds ont été mis à disposition des ministres, pour savoir aussi si chaque ministre avait les moyens de sa politique ou pas, par exemple. Parce qu'évaluer les lettres de mission des ministres sans tenir compte de ce qu'on leur a donné comme ressources, c'est aussi un piège. On dit, voilà, monsieur Guy Chungu, vous avez ça à faire. Et ce qu'on vous donne de faire demande 10 millions de dollars. Mais sur la période considérée, on vous donne que 1 million de dollars. Qu'allez-vous faire? Donc là, il y a un problème. Et ça, c'est une chose qu'il faut régler. Et alors, pour ce qui est maintenant de la rationalité des choix, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont annoncées, qui ne sont pas faites, et il y a des détournements systématiques. On entend ça. Mais si on ne prend pas des mesures correctives... Je reste sur ma soif. J'aimerais que vous puissiez nous dire et nous présenter exactement par où doit-on commencer pour réussir cette rationalisation, puisque les études antérieures font preuve d'une démarche un peu entamée de manière un tout petit peu désordonnée. Et vous maîtrisez un peu ces choses. Qu'est-ce qui doit exactement être fait pour réussir cette rationalisation? Bon, il y a beaucoup de choses à faire, mais je vais directement sur ce qui peut être assez pragmatique, c'est que chaque ministère doit avoir une feuille de route claire de travail. Et cette feuille de route découlerait de quoi? Du programme du gouvernement. Et sur base de cette feuille de route, on a aussi un plan de travail annuel budgétisé qui reprend et les activités et leurs coûts réels. Et sur base justement de ces différents documents programmatiques, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut caler ça à l'exécution du budget. Et on vous donne l'argent et vous faites une mise en œuvre en fonction de ce qui a été prévu et on fait un suivi. Tout simplement. Vous avez dit que sur cette période, vous allez faire ça, ça, ça. Le Premier ministre vous assigne une lettre de mission par rapport à ce que vous avez prévu. Et ensuite, on fait quoi? On vous donne des ressources. Et en fin de période, on examine. Oui, ça va. OK. Pourquoi vous avez fait ça alors que ce n'est pas prévu? C'est pour évaluer la compétence. Non, l'exécution. Et la performance. L'exécution, c'est-à-dire que les choix sont annoncés au départ dans les politiques. On montre les options en fonction du programme du gouvernement qui lui-même découle du PNSC, le plan stratégique de développement. Eh bien, on décline la démarche à suivre et on vous donne des ressources. Maintenant, on commence à faire un matching pour voir si ce qui a été annoncé est effectivement ce qui a été fait. Parce que chez nous, il y a souvent des écarts entre ce qui est prévu et ce qui est fait. C'est ça la vraie difficulté. Et c'est là que vient l'irrationalité. Vous avez dit qu'on vous donne 1000 francs parce que vous voulez payer les médicaments pour votre enfant. On vous donne 1000 francs, mais 1000 francs, vous prenez ça pour prendre la bière.
Du coup, le choix n'est plus rationnel. C'est ça, en fait. D'ailleurs, les déviations par rapport aux assignations de départ, c'est ce qui pose problème. Et donc là, ça demande un suivi rapproché et une sanction. C'est vrai il faudrait que les gens comprennent que être au service de la nation, être membre du gouvernement, être ministre, être administrateur ou directeur général de l'entreprise, ça demande de la discipline et le respect de certaines règles de gouvernance, de bonne gouvernance tout simplement. Et si on observe cette ligne, eh bien, on va être plus ou moins rassuré que ce qui est fait de l'argent du Trésor est justement ce qui est attendu du peuple parce que ça découle de la politique qui a été annoncée. Et ceci peut être entamé sans pour autant toucher à la réduction du train de vie. Non, il y a maintenant ceci. Au-delà des politiques sectorielles à mettre en place, il y a aussi certains comportements qu'il faut extirper en urgence pour que l'on aide l'État à avancer. Nous sommes dans un contexte difficile où l'État n'a pas suffisamment de moyens par rapport aux défis à relever. Si on fait une analyse que des besoins dans le secteur de l'éducation, vous allez voir que ça nous demande des milliards chaque année. Si on va dans le secteur de la santé, mêmement, les infrastructures, mêmement. Et si on va aussi dans la défense, la sécurité intérieure, ça demande des milliards, mais le budget est limité. Et aussi, il faut payer les salaires des fonctionnaires. Tout ça qu'on met, ça montre que les ressources sont limitées. Du coup, face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une gestion parcimonieuse de ce que nous avons comme ressources. Comment est-ce qu'on alloue? Et pour cela, on doit établir une sorte de préordre, ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Ce qui est utile, ce qui ne l'est pas, ce qui est subséquent, ce qui ne l'est pas, de manière à ce que l'on puisse justement s'assurer que le peu de ressources que nous avons, on l'utilise de manière à bouger les lignes, à booster l'économie, à faire avancer le pays. Au-delà de la discipline politique. Oui, mais bon, ça va de pair parce que comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, la gestion étatique est prise en otage par les politiques. Parce que les politiques en font une machine propre à leurs intérêts, alors que l'État doit servir la nation. C'est ça le vrai problème. Donc, par là, je voulais dire qu'il y a des choses qu'il faut faire tomber, certaines primes qui ne sont pas justifiées. J'ai suivi un musicien congolais, pour ne pas citer son nom, Kofi Olomide. Il était avec un de vos confrères, Zantoto, je crois. Il dit, comment dans un pays comme la RDC, on peut payer à quelqu'un 100 000 $ américains alors que les gens meurent de pauvreté, de misère? Est-ce qu'on peut comprendre des choses pareilles? Il y a des gens qui reçoivent des primes non justifiées. Vous êtes agent d'une administration financière, d'un cabinet, votre salaire mensuel vous est donné pour le travail que vous faites. Mais chaque fois qu'il y a des réunions circonstanciées, on vous donne peut-être après réunion 3 000 $. Une seule réunion, 3 000 $. Mais le pauvre enseignant qui donne cours aux enfants, il gagne combien le mois? Il y a des gens dans les cabinets qui, à la fin de chaque semaine, reçoivent 200, 300 $ pour leur transport du week-end. Mais l'enseignant reçoit combien le mois? Tout ça, ce sont des choses qui dérangent. Parce que dans la gouvernance ou la gestion des finances publiques, il y a aussi la notion de l'équité. Est-ce que ce qu'on fait est équitable ou non? Parce que certains gagnent des milliards, d'autres gagnent peu, ça pose problème. Et je pense que nous avons suivi tout récemment encore une émission assez révélatrice de votre collègue Paulette Kimoutou et l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, sur certaines choses, certaines pratiques. Je pense que tout ça sont des éléments qui devraient juste nous amener à comprendre qu'il est important d'approfondir les réformes, d'ajuster les comportements et d'orienter beaucoup de choses dans le sens de l'amélioration. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur la réduction du train de vie. Un gouvernement est en gestation. On l'a entendu être annoncé par le président de la République, bien qu'il n'arrive toujours pas. Entre-temps, il y a un travail de fond qui doit être fait. À entendre ce que vous dites, ça va au-delà de tout ce qui est envisagé par les QG des partis politiques. Alors, beaucoup ont eu des analyses autour de ce gouvernement prochain. Et moi, j'aimerais vous laisser le temps également de commenter. Doit-on avoir un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de crise? Et si oui, l'un de deux, pourquoi? Alors, le chef d'État n'a pas dit qu'il y aurait forcément un gouvernement d'union nationale. À moins que j'ai mal compris ce qu'il a dit, mais si j'ai bien suivi, il avait dit que son conseiller spécial prendrait langue avec les différents acteurs pour voir s'il serait possible. Qu'est-ce qui est nécessaire en ce moment pour la RDC? Voilà, c'est ça. C'est la question. Au moins, l'option qu'il a dans sa tête est très claire, c'est qu'il veut qu'il y ait un nouveau gouvernement. Et ce gouvernement, il le veut pour pouvoir régler un ensemble de problèmes en commençant par les préoccupations d'ordre sécuritaire. Mais pour cela, il veut avoir la meilleure formule.
Et c'est comme ça qu'il y a eu des consultations. Donc on ne peut pas d'emblée dire qu'il y aura un mouvement d'union nationale ou pas, mais le choix lui revient. Mais toutefois, qu'est-ce qu'il faut? Ce qu'il faut, c'est que le peuple a besoin d'un gouvernement qui va rencontrer ses préoccupations. Peu importe la taille. Non, l'objectif, c'est de rencontrer les préoccupations du peuple. On rencontre les préoccupations avec des moyens. Et lorsqu'on a un gouvernement à taille éléphantesque, ça évince les ressources qui auraient pu être utilisées pour financer l'éducation, la santé. Parce que vous avez trop de ministres d'État, des vice-premiers ministres et trop de cabinets, tout ce qui va avec. Mais c'est l'argent qu'on dépense. Moi, pour moi, je suis de ceux qui pensent. On peut réduire les avantages en gardant le nombre. On va jouer sur les deux. Ouais. Pourquoi jouer sur un levier? Moi, j'utiliserai les deux leviers pour être plus efficace. Pour moi, si aujourd'hui on me demandait mon avis, je dirais au chef, je vous suggère d'avoir 25 ministres. 25 ministres. Oui. Mais regardez. Pour un pays grand comme le Congo. La grandeur n'est pas dans le nombre de problème et les défis. Le gouvernement américain a combien de ministres? Le gouvernement français a combien de ministres? Le gouvernement norvégien? Tout ça, ce sont des questions. Ce sont des pays déjà stables. Oui, mais ils sont devenus stables grâce à cela. Parce que quand vous avez fait un ministère aujourd'hui qui est ministère de l'économie et pêche, demain c'est ministère de l'économie et finances, demain, tous ces changements-là, ça crée de l'instabilité même dans la conduite de la politique. Parce que quand on change de ministre, chacun vient avec sa politique, il y a des éternels recommencements et ça rend instable la politique du gouvernement. Or, avec une taille réduite et figée dans le temps, on peut espérer avoir des résultats. Comme j'ai dit, une taille trop importante, ça évince. Vous avez trop de ministres pour rien. Dans le secteur économique, en RDC, combien sont les ministères qui interviennent? Je cite, il y a le ministère de l'économie, le ministère du budget, le ministère des finances, le ministère du commerce, le ministère de l'industrie, PME, portefeuille, vous prenez encore quoi? Agriculture, tourisme. Mais on a près de 10 ministères dans le secteur économique. Mais faites la recherche, vous allez voir qu'il y a certains pays africains qui n'ont que 2, 3, 4 ministères maximum dans le secteur. Mais ça rend compact l'espace de discussion et ça permet aussi d'avoir plus d'efficacité. Ça ne fragilise pas l'action du gouvernement? Bien au contraire. En ayant peu de gens pour plusieurs missions. Non, mais les missions sont enchevêtrées, c'est l'économie. C'est l'économie. Et je me rappelle, l'un des grands ministres d'économie et finances que nous avons dans ce pays, c'est Matungulu, qui a fait des réformes importantes ici. Mais il était à la fois ministre du budget, des finances et de l'économie. Et c'est lui l'un des grands piliers des réformes économiques que nous avons connues sur ces 22 dernières années ici. C'est Matungulu. On ne le dit pas suffisamment, mais c'est lui qui a bougé beaucoup de choses. C'est vrai que Philippe Fouta aussi a fait cette chose parce que c'est avec Philippe Fouta qu'on a été admis au point de décision d'initiative PPTE, mais au moins, ouais, quand l'espace est compact, on arrive aussi à mieux gérer. Quand c'est émetté, des fois il y a des conflits interpersonnels. Il y a certains économistes qui disent que lorsque sur un même sujet, vous mettez plusieurs économistes autour de la table, vous sortez avec plus d'avis que le nombre de personnes. Et du coup, ça devient compliqué de mettre en œuvre votre politique. Donc tout ça, juste pour vous montrer qu'il est important aujourd'hui de revoir à la baisse la taille du gouvernement. Si on passe aujourd'hui de 57 membres à 25 membres, quelle économie on va faire sur le plan budgétaire? Qu'est-ce que ça représente? Voilà. Parlons chiffres. Non, c'est des millions de dollars par mois qu'on épargne en termes de salaire, d'avantages, de primes et voyages, tout ce qu'il y a. C'est une diminution importante. Et si on va encore plus fort, pour donner un signal fort, on divise les salaires de tous les membres du gouvernement par deux. Diminution de 50%. Vous le dites aujourd'hui puisque vous êtes hors circuit. Est-ce que vous aurez le même langage une fois que la chance vous sourit, monsieur Alex Chouet? Je ne changerai pas de discours. Il faudra m'interroger. Vous savez, moi, ce que je dis, c'est ce que je crois. Je ne dis pas parce que j'ai besoin que quelqu'un m'entende, mais je voudrais d'abord que ma conscience m'entende pour que je sois convaincant face à celui qui me voit et m'écoute. Donc, je pense qu'il faudrait le faire. Si on aime le pays, ce sont des choses qu'on pourrait faire parce que ça va permettre de gagner des millions de dollars par an. Et ces millions-là qu'on dégage justement pourraient être utilisés pour financer d'autres segments de la vie nationale. Toujours dans le cadre des mesures à prendre pour donner une nouvelle configuration à la gouvernance du pays. Mais on supprime tous les cortèges. Mais on a été dans ce pays sous le président Mobutu. Mon professeur de politique économique, le professeur Mokonda Bonza, il venait là, il avait son chauffeur, son garde du corps était derrière. Une seule voiture. Les ministres, j'ai vu Oumba l'UTT, chauffeur, garde du corps derrière. Mais il revenait à cette formule. Aujourd'hui, il y a des cortèges à gauche, à droite. Mais ceci est un des facteurs qui est à base des embouteillages en partie, disons-le. Et ça coûte combien à la République
en termes de nombre de voitures mobilisées, nombre de policiers militaires mobilisés, alors qu'on a besoin des hommes pour défendre la patrie à l'Est. Tout ça. Mais si on arrive à corriger ça, je pense que les économies seront assez importantes et seraient en tout cas une centaine de millions de dollars par an qu'on va épargner. Ce serait une très bonne chose. Le gouvernement est en train de presque mouiller le maillot pour trouver de quoi soutenir et financer les efforts de guerre. Pensez-vous qu'en adoptant cette discipline, on peut avoir de quoi capter le front? Absolument, absolument. Pour l'effort de guerre. Mais pour cette question de l'effort de guerre, nous devons utiliser l'histoire de la République pour comprendre nos vrais défis. À l'époque, lorsque King Odon fut Premier ministre, il y avait la guerre, on a parlé de l'effort de guerre. Mais nous connaissons aussi les rapports qui ont été produits après, qui ont montré qu'il y a des gens qui se sont enrichis après cet exercice d'effort de guerre. Sous Kabila père aussi, il y a eu à un moment donné cet exercice, mais les gens en ont profité. Et aujourd'hui, si nous voulons éviter de tomber sur les erreurs du passé, il faudrait qu'il y ait un autre cadrage. C'est-à-dire que pour cette question, je pense qu'il serait important de commencer par savoir quels sont les besoins, ils se chiffrent à combien, qu'est-ce que le budget de l'État prévoit, qu'est-ce qui est effectivement collecté, et on dégage ensuite le gap. Parce que s'il n'y a pas de gap et qu'on mobilise l'argent... Ce qui s'est fait jusque-là, c'est à l'aveuglette, selon vous? Je pense qu'il faudrait recadrer ça. J'ai vu, le chef d'État dit qu'on doit prendre des mesures pour pouvoir faire face à la crise. Le jour d'après, je vois des ministres mobiliser les mandataires publics directement. Et non. C'est pas ça qui devait être fait. Non, je pense que certains ministres sont allés vite en besogne. La démarche n'est pas bonne. Un excès de zèle. Oui, il serait important d'abord de savoir qu'est-ce qu'il y a comme besoin, qu'est-ce qu'il y a comme ressources, et s'il y a un gap, il est de combien. Ensuite, on finance ce gap-là, et on y va séquentiellement. Il y a un gap aujourd'hui de temps, on finance, et on avance ainsi de suite. Mais si on ne connaît pas le gap, mais on a besoin de 1000 et qu'on sort 10 millions, les 1000 sont utilisés, et la partie excédentaire va où? Ce sont des questions qu'on se pose. Autrefois, on a vécu ça, mais alors évitons ça. C'est ça l'importance de l'histoire. On se rappelle de ce qu'on a commis comme erreur hier et on ajuste le tir aujourd'hui pour éviter de retomber. Alors, vous parlez de l'histoire, moi j'ai rebondi sur le mot. Ça me permet d'aborder une autre thématique, le deal RDC-États-Unis. Beaucoup d'encre de salive coulée à ce sujet. Et en consultant l'histoire, ça c'est pas une première. Nous avons eu un deal avec la Chine et vous savez jusqu'où ça nous a amené. Quelles sont les erreurs du passé qui ne doivent pas être reproduites pour cette fois-ci? Ok, merci. Bon, comme je l'ai dit en introduction, vous m'avez demandé qui je suis. J'ai dit que j'ai travaillé pour le pays aussi. Et donc, j'ai cette chance-là d'avoir travaillé avec plusieurs ministres, et pas des moindres. J'ai travaillé avec des gens comme Marco Bangouli, ce sont des hommes intelligents. J'ai travaillé avec plusieurs premiers ministres, Mouzito, Kouagalo, Matata, Badibanga. Donc, j'ai vu plusieurs dossiers et je sais plus ou moins ce qui s'est passé. Alors, en ce qui concerne le deal avec les Chinois, à l'époque, je me rappelle, je suis à la primature, nous avons contrat win-win. Oui, nous avons demandé au Premier ministre, à l'époque, qu'en est-il de ces contrats chinois? Le Premier ministre nous a dit clairement qu'il n'en savait rien du tout. Ça veut dire que le gouvernement n'était pas informé. Et sur place, il prend son téléphone, il appelle le président de l'Assemblée nationale pour lui demander, et lui aussi à son tour de lui dire qu'il n'en sait rien du tout. Si vous voulez savoir un peu plus, demandez des comptes à XY. Donc vous comprenez que et le gouvernement et le Parlement n'étaient pas informés de ces contrats chinois. Et ça pose problème. Parce que ça engage la République. Et la mise en œuvre, c'est le gouvernement, et le Parlement vient là parce que c'est l'autorité qui représente le peuple. Et bien, le fait que la chose a été envisagée en dehors, c'était une erreur grave sur le plan de la gouvernance et sur le plan de l'institution de la chose. Et donc aujourd'hui, pour ne pas retomber dans cette erreur, il faudrait justement que l'on puisse faire un cadrage approprié. C'est-à-dire que le deal, il est bon pour moi, parce que nous cherchons une solution à un ensemble de problèmes à travers ce deal, notamment les précautions d'ordre sécuritaire. Parce que ce qui se passe à l'Est est atroce. Nous perdons beaucoup de gens, des femmes violées, des filles violées, des enfants tués. Ça, c'est grave. La vie humaine est sacrée. Et donc, ces pertes, on doit chercher une réponse rapide à cela. Je pense que l'option qui a été prise par le chef d'État dans ce deal est d'abord de trouver une réponse aux problèmes sécuritaires. Et je salue cette approche.
Et comme l'approche elle est bonne, il faudrait maintenant que l'on puisse l'entourer de toutes les sécurités possibles pour éviter que l'on puisse tomber dans les travers du passé. C'est vrai que moi je pense que Ce que vous appelez sécurité. le deal doit s'inscrire dans le cadre du programme d'action du prochain gouvernement. Et comme le programme du gouvernement sera présenté au Parlement, donc ce deal-là sera aussi connu des représentants du peuple. Comme ça, on aura vidé la question qui hier a fâché. Et dans le cadrage, il faudra prendre le temps d'examiner avec détail les éléments de la transaction ou les différentes transactions qui vont s'inscrire. On aura besoin de l'appui américain. L'appui américain se situe à quel niveau? Sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan commercial et même sur d'autres aspects de la vie. On sait. Et les capitaux publics serviront à quoi? Les capitaux privés seront inscrits dans quel registre? Quelles sont les conditions, ainsi de suite? Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce que la RDC donne? Qu'est-ce qu'on reçoit, ainsi de suite? Tout ça doit être bien détaillé. Comme ça, il y aura une feuille de route très claire. Nous avons quand même vu certains politiques faire un lobbying négatif contre ces deals, RDC, États-Unis. Certains ont utilisé le mot que je vais paraphraser, bradage. Le chef de l'État a dit, pour rien au monde, il le ferait, brader les numérés, peu importe le prix. Quel est le plus grand danger et quelle est leur grande crainte? Sous le mandat précédent du président, le numéro 2 sur le plan politique du pays, c'était le président de l'Assemblée, Bosso. Et le président Bosso a dit du haut de son siège que certains politiques qui sont avec nous au Parlement utilisent la guerre comme étant un instrument de chantage ou de positionnement politique. Alors, si cette proposition ou ce discours se vérifie, comprenez qu'il y a certains politiques congolais qui ne souhaiteraient pas que l'on donne une réponse durable à la crise à l'Est, parce que si aujourd'hui la situation se normalise, ils n'auront plus, entre guillemets, le poids politique qu'ils prétendent avoir, ils n'auront plus les moyens de manœuvrer politiquement. Est-ce que c'est la seule voie de sortie de crise? Le deal RDC, si États-Unis. aujourd'hui c'est une voie, on va l'utiliser. Moi, je suis favorable à l'usage de plusieurs mécanismes, mais que tout puisse concourir à une solution durable du problème, pas une solution éphémère. Et donc je pense que ceux qui aujourd'hui attaquent en parlant de bradage, certains parmi eux sont animés de mauvaise foi. Parce que pour eux, l'instabilité, l'insécurité serait une manne pour se positionner politiquement. Mais par contre, on peut aussi dire que certains ils disent non, au lieu de dire bradage, ils disent non, voilà, c'est bien d'aller dans le deal, mais maintenant prenons le soin d'encadrer ça pour éviter de tomber dans les travers du passé avec ce qu'il y a eu au niveau des contrats chinois, par exemple. Là, c'est intéressant. Et, parce qu'en fait, il faut qu'on s'élève. Hein. Il y a peu d'hommes d'État en RDC. Beaucoup sont ceux qui viennent là critiquer juste pour critiquer et détruire. Alors que moi, j'estime que celui qui aime le pays et qui réfléchit pour le pays doit établir ce qui ne va pas et ensuite faire des propositions pour que ce soit une construction d'un Congo. La RDC est toujours reprochée par plus d'une personne de négocier en position de faiblesse. Vous avez, selon certaines indiscrétions, participé aux négociations pour certaines questions dont j'étais le nom ici. Est-ce que cette fois-ci, la RDC a pris conscience de négocier en position de force, puisque les minéraux, ce sont des minéraux rares et seul le Congo les a, pour profiter même à la relance de son économie, au-delà de la paix et de la sécurité de ces territoires? La question de la qualité de nos négociations avec l'étranger est une question persistante et elle est récurrente. Je me rappelle déjà à l'époque, nous sommes allés à New York, c'était en 2010 si je ne me trompe pas, pour discuter avec la partie angolaise sous les auspices des Nations Unies sur l'exploitation du pétrole sur le bassin qui nous est commun. Et nous sommes partis en mission à combien? Et combien sont ceux qui ont participé aux réunions? Même les ministres de la délégation ne sont jamais arrivés à la salle de réunion. Mais le gouvernement a signé un ordre de mission ici. Ce qui fait passer on leur donne tout. Justement, il faut un peu. Parce que là, nous sommes retrouvés dans la salle, nous sommes des experts. On n'a pas l'étiquette de ministre. Or, le ministre est là pour engager la République. Il n'y va pas aux réunions, mais il est à l'hôtel, il prend du champagne caviar avec les frais de l'État. Ça, c'est un problème déjà. Et il est arrivé à plusieurs reprises que sur des questions économiques, on envoie des non-économistes pour négocier. Des questions de droit, on envoie des non-juristes. Mais tout ça, ce sont des éléments de faiblesse. Donc, pour renforcer la qualité
de nos échanges et discussions avec les partenaires extérieurs, de manière structurelle, il faut faire un effort pour que les délégations soient composées des personnes capables de comprendre les questions sur la table et aussi capables de placer un mot avec des propositions concrètes. Mais si on envoie les gens parce que c'est le neveu de X, le cousin de Y, l'ami de tel, on fait fausse. Est-ce que ça a été le cas cette fois-ci avec les États-Unis? C'est la négociation qui est sur la table. Non, mais justement, je vous dis ceci. Dans ma démarche, c'est que la discussion, vous voyez, dans toute chose, il y a des discussions informelles et formelles. C'est le cas pour le mariage, par exemple, n'est-ce pas? C'est pas que l'homme rencontre la femme aujourd'hui et directement il l'épouse. À deux, ils se voient, ils se parlent d'abord. L'homme aborde la femme fait ses caprices, bref. Et à un moment donné, bon, ils semblent converger et ils s'entendent et ils commencent leur relation. Et au fil du temps, selon qu'ils s'accordent, ils disent voilà, tu peux parler à ta mère de moi, oui, et à un moment on va parler au papa. Bref, les familles se retrouvent. Il y a toute une démarche. Donc, pour ce qui est du deal, je pense que nous sommes à l'étape des premières discussions et que dans la suite. Qui courtise qui? Nous avons... Parce que votre exemple est imagé. Qui courtise qui? La RDC ou les États-Unis? Nous avons à gagner. Selon certains, on dit que c'est l'homme qui fait le premier pas, mais dans certaines circonstances, la femme fait le premier pas aussi de manière indirecte. Par un regard, Chung, parce que c'est un bel homme, il parle bien français, il est intelligent, on développe cette attitude qui... Mais bref, dans le cas d'espèces, c'est un deal qui est profitable aux deux parties. Et je pense que, je ne sais pas, mais je pense que dans les jours qui viennent, on aura plus de lisibilité sur l'action que le chef d'État et le gouvernement pourra envisager pour le cadrage. Quelles sont les exigences des États-Unis, les impératifs? Ce qui est c'est qu'ils ont besoin de nos ressources naturelles pour pouvoir se positionner utilement dans le monde. Ça, c'est clair. Parce que... Qu'est-ce qu'ils attendent de nous au-delà de... L'économie mondiale a des enjeux aujourd'hui. Et les enjeux tournent autour de certaines questions, notamment les questions du commerce international, parce que les Américains ont une position de place, une place de choix dans ce commerce-là. Et bien, ils doivent consolider cette position, vu les évolutions que connaissent d'autres pays, notamment la Chine et d'autres pays membres du BRICS. Donc, il leur faut se positionner utilement. Il y a aujourd'hui le numérique qui joue un rôle important avec l'intelligence artificielle. Mais il faut se positionner. Et certains minerais qui sont utilisés là-bas proviennent de la RDC. L'innovation et la recherche se fondent sur le numérique. Et comme la RDC détient ces minerais, donc la RDC reste un partenaire de taille. Dans l'industrie de l'armement, certaines armes sont fabriquées avec des minerais, l'uranium qui a été utilisé pour Hiroshima, mais ça vient de la RDC. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un intérêt à collaborer avec la RDC. Nous aussi, on a intérêt à collaborer avec eux parce que nous avons une économie qui est malade. On ne sait pas mobiliser suffisamment d'argent. Or, eux, ils ont des capitaux frais qui peuvent localiser... Mais ils fixent quand même les critères, les principes. Oui, bien sûr. Là, maintenant, le chapitre, c'est quoi? C'est la qualité de la gouvernance. Ouais. Parce que, on vous apportera un concours, mais il faut que tout ça se passe dans un cadre bien défini. Et ça demande justement que l'on puisse faire des réformes importantes pour rassurer toutes les parties. Vous avez cité le mot gouvernance 2 fois, c'est-à-dire que quelque part entre les lignes, il doit y avoir un problème. Alors, ma question, est-ce que la RDC a fait de grands pas dans l'amélioration de sa gouvernance? Il y a des efforts qui ont été fournis et d'autres qui ne sont pas encore arrivés. Grand pas, oui ou non? Non, pas grand pas. Je regarde les classements. Nous avons le classement au niveau de Transparency International, par exemple, ou encore de Mo Ibrahim. Tout à l'heure, là, je regardais la note de la RDC en 2023, c'était 34,7 sur 100. On est en dessous de 50. Donc, il y a encore des marges, mais il faudrait faire des efforts pour avancer. Et c'est là que je dis qu'il y a des réformes majeures à faire. Il faut les faire avec beaucoup de courage. Lesquelles? Les genres de réformes présentés par les différents ministères ici, notamment le ministère des Finances, où il en faut mieux? Il y a des réformes dans le domaine de la gouvernance pure. Lesquelles? Parlons-en. Pour lutter contre la corruption, les détournements qu'on sort. Mais je veux un exemple. Il y a des avancées avec notamment le travail qui fait l'Inspection générale des finances. Oui, c'est une réforme majeure. Voilà, je vous dis ceci. Parce que nous devons regarder les problèmes en face. Ouais. Qui ne sait pas ici en RDC que lorsque vous avez, en tant que dirigeant d'une structure, une enveloppe, par exemple, de $1 million qui est budgétisée, qui est accordé parce que le président a promulgué la loi des finances. Mais quand vous allez au budget pour demander ça, on vous demande de laisser 40%. Vous n'avez pas ça? Ou 30%? Ça existe, ces commissions. Mais pourquoi on n'attaque pas ces problèmes-là? Parce que vous avez fait votre politique en tenant compte de la réalité. Et vous avez établi que vous avez besoin d'1 million pour résoudre le problème. Mais quand vous demandez de l'argent... C'est ce qui s'est dit ou c'est qui s'est vu? Vous êtes en RDC.
Et je pense que tous, on est sur la terre des hommes, il y a des commissions qu'on demande, et tout le monde le sait, mais on ne prend pas des sanctions. Il faut prendre des mesures pour arrêter ça. Il y a beaucoup de cas que je connais. Alors, mais je vous ai dit que j'ai travaillé, donc je ne parle pas en l'air. Moi, quand je parle des choses que j'ai vues, que je connais. Donc il faut arrêter ça. Ça, c'est la corruption. Mais ça se fait, et tout le monde le sait, il faut arrêter. Ça, c'est une mesure forte qu'il faut prendre. Il est arrivé ici dans ce pays qu'un ministre de son cabinet et par exemple les membres de sa famille, peut-être pas compétents, mais qui sèment la discorde, le désordre. Mais on a arrêté ça. Moi, c'est un point Ça fait partie du manque de bonne gouvernance. Oui, pour moi, on demanderait peut-être au Premier ministre de faire quoi? De prendre un décret. Et le décret définira le nombre de collaborateurs que chaque ministre doit avoir. Et dans ce même décret, on précise également comment est-ce que les cabinets sont à composer. Pour chaque poste, il faut qu'on définisse le job description et on propose les gens à ces postes en fonction de leur capacité ou aptitude à pouvoir faire le travail. Parce qu'ils sont payés par le Trésor public, ils doivent travailler. Mais si vous amenez les gens parce qu'ils sont vos cousins, vos frères et sœurs, vos fils et épouses ou maris, ça ne va pas. Parce que ça va justement entamer l'efficacité de l'action. Or, nous voulons un État efficace. L'efficacité d'un ministre dépend aussi de la qualité de son cabinet. Mais quand le cabinet est politisé à outrance, il n'y a pas d'intelligence ou pas suffisamment de compétences, et que tout se joue sur une fibre tribale, ça pose problème. Et là encore, je dirais aussi qu'il faudrait prendre une disposition pour dire qu'aucun ministre dans son cabinet peut avoir peut-être plus de 20% des membres originaires de sa province. Juste pour éviter, parce que nous avons cette propension à aller vers tribalisme, ce rapprochement. Évitons ça, mais jouons sur l'efficacité, la compétence, pour que l'on puisse avoir un gouvernement plus efficace avec des actions plus efficaces. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. Et en le faisant, on gagne. On gagne. Mais tout à l'heure, j'ai parlé de la compatibilité, n'est-ce pas, entre le fait qu'un directeur de la DGI soit à la DGI, mais aussi qu'il soit au niveau de conseiller au niveau d'une entreprise. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut faire. Mais en le faisant, on gagnerait beaucoup parce qu'on va mobiliser plus de ressources. Très bien. Et on va faire. Alors, je l'ai dit au début de cette émission qu'on parlera de l'évolution de la situation économique. Notre économie, en cette deuxième mandature du président, Félix a connu plusieurs chocs. Alors, comment appréciez-vous son évolution aujourd'hui? Stable? Oui, c'est vrai que... Déséquilibré? Oui, les chocs, on les a connus, puisque déjà, la Covid qui est arrivée en 2020 a laissé beaucoup de séquelles et les effets se sont propagés jusqu'à... À la deuxième mandature. Oui, effectivement. Et donc, il y a cela. Et il s'est ajouté la crise ukrainienne aussi, qui a aussi été un choc majeur. Les effets endogènes, exogènes, oui. Voilà. Donc, il y a ces chocs-là, mais je pense qu'on a la possibilité de faire mieux. Pourquoi? Parce que les différents rapports qui nous sont présentés, notamment même de l'ODEP, sur les détournements de ressources publiques, ce que certains acteurs disent, notamment ce que le ministre des Finances a dit tout récemment ici, ça montre qu'il y a aussi des marges qu'on aurait pu exploiter pour mieux riposter, mais on ne l'a pas fait. Moi-même, je suis en train de préparer un document, je crois que je mettrai ça à disposition du plus grand public dans les jours qui viennent. Chaque année, j'ai l'habitude de faire un document sur la situation économique du pays. Et là, j'ai connu un petit retard, mais je le fais maintenant pour 2023-2024. Et quand j'analyse la variation, par exemple, de l'inflation, la variation du taux de change, je peux dire que ce qui s'est passé en 2023 était assez préoccupant. La dépression monétaire est trop importante, alors qu'au même moment, il y a eu une augmentation sensible des réserves de change. On est passé à près de 9 semaines de couverture. Pourquoi cette augmentation n'a pas eu à contribuer à la stabilisation de la valeur de la monnaie? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Cette année, c'est quand même plus stable. Oui, il y a une émission, mais il y a une question qui me passe à l'esprit, c'est sur le taux directeur, malgré cette stabilisation. Avant d'avoir le taux directeur, il y a des mesures qu'il faut prendre qu'on ne prend pas. C'est là que je parle des réformes. Mais quand vous allez à Brazzaville, vous avez du mal, n'est-ce pas, à changer 100 $ américains en francs CFA, même dans d'autres pays subsahariens, à Addis Abeba et consorts. Mais chez nous ici, à Kinshasa, comme j'ai l'habitude de le dire, quelqu'un peut aujourd'hui aller avec 100 milliards de francs congolais sur le marché de change, faire l'opération sans que la Banque centrale ne sache. Du coup, en quoi la Banque centrale est Banque centrale? Parce que la Banque centrale doit, en tant qu'autorité monétaire, connaître la quantité d'instruments de paiement et savoir comment ça évolue. Mais si les gens font des opérations, c'est que la Banque centrale n'a pas l'évolution. Le capitaux échappe au circuit bancaire. Il y a la CNRF, la Cellule de renseignement financier. Mais si ce genre d'opérations se font en marge de l'information détenue par la Banque centrale, que fait réellement la CNRF? Donc, tout ça sont des questions qui montrent qu'il y a des réformes courageuses à faire, mais il faut les faire. Ça peut paraître comme bénin ou petit, mais arrêtez, ce n'est pas petit. C'est important parce que ça permet de mieux structurer les choses et d'aller vers une marche normale. Parce que l'économie congolaise, disons-le,
fait certes de la croissance, mais cette croissance est tirée par les mining. Et cette croissance a peu d'effets de transformation. Ce qui fait que, quoique en 20 ans, nous avons fait de la croissance et la moyenne nette de cette croissance est supérieure à la moyenne subsaharienne, la RDC demeure l'un des pays les plus pauvres, avec une incidence de la pauvreté selon la Banque mondiale de plus de 70%, avec un taux de malnutrition de plus de 40%. Malgré tout ce encore potentialité, je conclus que notre économie est encore très malade. Vous parlez de cette monnaie qui jusqu'ici pose un problème de confiance d'ailleurs au niveau même du pays. Les gens veulent beaucoup plus épargner. Déjà, quand un ministre préfère être payé en dollars qu'en francs congolais, vous comprenez le message, alors que c'est le ministre qui doit donner le ton parce qu'il doit défendre quand même la monnaie nationale. La dédollarisation qui devait être quitter le 20 mots pour devenir une opération sérieuse. Moi, je voudrais qu'on revienne sur le taux directeur. Malgré la stabilisation de cette monnaie, du taux de change, le taux directeur toujours à 25%. Bon, en fait, vous savez, le taux directeur en RDC n'a pas beaucoup d'efficacité. Pourquoi? Parce que le taux directeur, c'est le taux que la Banque centrale applique aux banques privées. Et dans le cas de la RDC, les banques privées recourt peu au guichet de refinancement de la Banque centrale. Ça veut dire que la Banque centrale... Ça n'a aucun impact. Oui, l'impact est dérisoire, négligeable. Et certaines études l'ont prouvé également. Parce que les banques sont sur liquide, elles travaillent avec leurs filiales, tout ça, elles se passent de la Banque centrale. C'est ça la triste réalité. Mais là encore, il y a beaucoup à faire. Vous voyez, à l'époque, je l'ai dit également, je crois, sur votre chaîne ici, c'est que l'État encaisse de l'argent, au lieu de garder ça dans le compte du Trésor, on le place dans les comptes de l'État auprès des banques privées. Et du coup, cette action de l'État rend les banques privées surliquides. Et au même moment où, quelques jours après, le ministère des Finances, le ministre des Finances, place des bons du Trésor dans le public. Et les banques souscrivent. Mais elles le font avec quoi? Avec la liquidité qui est à leur disposition. Or, cette liquidité vient en partie de qui? De l'État. C'est comme si, en quelque sorte, l'État s'endette pour l'argent qu'il a placé auprès des banques. Alors, vous voyez, c'est une incohérence. Justement, j'aimerais qu'on finisse avec deux questions. Je m'en voudrais si je vous les pose pas. La première, c'est vous plaignez pratiquement de la circulation de la monnaie entre les mains de Congolais, au lieu que ça passe par les circuits bancaires. Mais vous êtes parmi, je dirais, les géniteurs, le concepteur de la bancarisation, qui est devenue aujourd'hui une expérience malheureuse, puisqu'on doit se le dire. Est-ce que ça a été un échec au regard de la réalité, puisque l'argent continue à circuler entre les mains des Congolais? Lorsque nous avions fait ce travail-là avec le professeur Soumata, Claude Soumata, en 2011, sous l'autorité du PNUD, nous avions effectivement parlé de la bancarisation avec deux considérations. Et la première considération était d'ordre budgétaire, c'est-à-dire que pour nous, la bancarisation devrait nous aider à pouvoir contenir les débordements ou les déboires attachés aux comptables publics qui se servaient des enveloppes de rémunération pour s'enrichir sur le dos des fonctionnaires avec tout ce qu'il y a comme fictif, tout ça. Il fallait régler ce problème-là. Donc, sur la partie budgétaire, c'est ce que nous avions comme élément de considération. Je pense que là... Ça concernait plus le comptable public. Oui, le comptable, les opérations la transparence, comptable, tout ça. Ouais. Je crois qu'à ce niveau-là, il y a quand même quelques pas. Et on peut encore consolider, mais c'est déjà quelque chose. On peut encore renforcer en développant des bases de données interactives sur les effectifs dans les différents services, les différentes administrations et institutions pour pouvoir mieux gérer les effectifs et les paiements. Et ça va nous aider à mieux contrôler ou gérer l'enveloppe de rémunération. Mais la partie monétaire et financière n'a pas été bien faite, malheureusement. Nous pensions qu'en donnant aux fonctionnaires de l'État des comptes, on les amènerait à avoir une certaine culture de la finance, c'est-à-dire qu'ils auraient eu des cartes bancaires. Et pour ça, quand on paye les rémunérations, ils n'auront plus à aller toucher le liquide, mais ils vont servir leur carte pour payer. C'est une façon pour nous de dématérialiser la monnaie. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on paye les salaires par le Trésor public, on voit la ruée des fonctionnaires autour des banques, des agences des banques. Et du coup, quand vous allez dans un bureau de l'État pour demander un document, vous n'avez pas ce document-là parce que tous les fonctionnaires sont à la banque en train d'attendre. Et pour ça demande justement qu'il y ait un travail de pédagogie, qu'on puisse apprendre aux fonctionnaires que
quand vous recevez votre paiement avec une carte bancaire, vous pouvez faire ça, ainsi de suite, et ça vous évite de perdre du temps dans les banques. Et au même moment aussi, la Banque centrale doit prendre des mesures pour développer le système de paiement. Peut-être que quand les gens auront tendance à plus utiliser les terminaux pour payer, ça va contribuer à la dématérialisation. Il y aura beaucoup d'impact. Parce qu'en dématérialisation, ça suppose que les coûts de la politique monétaire vont baisser. La Banque centrale qui régulièrement imprime de la monnaie pour remplacer les billets déchiquetés n'aura pas à le faire, ce qui veut dire que le coût va baisser. Et cela aura aussi un impact sur l'environnement parce que imprimer, c'est le papier vient des arbres, la forêt, tout ça, la déforestation, bref. Donc il y a plusieurs éléments bénéfiques autour de l'opération. Alors on va finir cette émission, il y a tellement de choses à dire. Moi je vais, comme ça d'emblée, prendre un de vos tweets qui parlait des embouteillages, de la gestion des embouteillages, la gestion nous fait perdre beaucoup, même sur des questions économiques notamment, vous l'avez souligné. Plusieurs gouverneurs ont défilé ici, à la tête de cette ville. Personne n'a su ou n'a pu apporter de solution au problème des embouteillages. Vous tweetez parce que ça dérange, oui c'est vrai, mais quelle solution proposez-vous ? Oui. En contrepartie, ce sera la dernière question. Ok, effectivement, ça dérange parce que vous voyez, vous avez déjà une perte de temps, vous avez une consommation plus importante de carburant, les agendas, on ne sait plus les tenir. Les effets induits, vous les avez dit. Oui. Et la productivité des travailleurs baisse, vous quittez très tôt la maison, vous rentrez très tard, vous n'avez pas assez de temps de repos, tout ça, il y a beaucoup de coûts. Mais les facteurs sont lesquels? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Il y a l'état des routes. Et là, ça demande un peu plus de sérieux dans la gestion de l'assainissement de la voirie. Vous allez voir, on est à ça, vous allez voir les gens qui sortent des caniveaux, des immondices, ils les mettent à côté, il n'y a pas un camion pour ramasser, il pleut abondamment et ça rentre dedans, mais on fait quoi? Et quand on fait sortir des immondices, ça réduit, n'est-ce pas, la bande praticable. Ça, c'est un problème. Nous avons le non-respect du code de la route. Et malheureusement, même les personnes éduquées, instruites, se comportent mal sur la chaussée. Et en commençant par nous qui sommes en cravate, nous le faisons, c'est grave. Les motos prennent n'importe quelle direction et tout ça normal. Même les bandes opposées. Regardez, arrivez à quitter mon magasin, maintenant là, regardez comment est-ce que les motos sont positionnées. Et regardez les espaces qui sont restés disponibles pour que les voitures passent. Vous allez comprendre qu'il y a un problème. Regardez le soir, quand vous passez vers GB ou vers les Pennes, là, vous allez voir des camions, des gros camions stationnés là. Mais ça réduit, n'est-ce pas, l'espace. Quand vous prenez les cortèges, ce sont là les problèmes qu'il faut résoudre. Alors commençons par les attaquer. Il faudrait que le gouvernement de Kinshasa prenne des mesures conséquentes en ce qui concerne la gestion du transport par moto. Il y a un désordre. Il n'y a pas de parking où ils peuvent stationner. Et du coup, ça devient un problème de société. C'est vrai que, nous devons être honnêtes, les motos aident les gens à se déplacer, oui, mais au même moment qu'ils aident, il y a aussi des problèmes qui se créent. Regardez, arrivez à Kitamo maintenant. C'est parce qu'on n'a pas les photos. Si vous mettez les photos, tout le monde va voir. Mais est-ce que ce que nous voyons là, le gouverneur ne voit pas ça? Ces ministres ne voient pas ça? Mais il faut prendre des mesures pour corriger ça. Au niveau de la circulation, que tout le monde respecte les bandes. Ce sont des solutions à long terme, vous en entendez parler? Non, à court terme. Comment ça? Non, mais on décide dorénavant, vous, à tel niveau, les motos vont stationner ici, la police est là pour encadrer, c'est fini. Il faut trouver de l'espace, mais il y a des espaces. L'État a des espaces. On dit, voilà, les motos vont commencer à garer ici, et les clients seront là pour prendre les motos, ainsi de suite. Et on oblige les motos de respecter les bandes, parce que les motos respectent les bandes. Elles ne respectent pas les bandes. Et les mêmes motos-là sont utilisées aussi par des politiciens. Quand il y a, n'est-ce pas, des sessions au Parlement ou des remises de prises, vous voyez comment est-ce que les motos sont utilisées. D'autres niveaux de la justice, quand il y a un problème, on fait venir. Il y a un désordre. Il faut prendre des mesures là-bas pour régler la gouvernance au niveau du transport par moto. Ça, il faut faire ça. Ça ne demande pas beaucoup. La voirie ici, comment vous pouvez bloquer au même moment 10 routes alors que vous savez qu'il y a un problème de congestion? L'impact économique est assez grave. Très grave. Derrière ces embouteillages. Mais oui, mais la productivité. Mais quelqu'un qui devait arriver au travail à 7h30 et travaille jusqu'à 16h, il arrive au bureau à 15h. C'est grave. Moi, j'ai quitté une fois chez moi à 10h, j'ai atteint la ville à 15h, 5 heures de route. Comment vous comprenez ça? Il y a des enfants qui vont à l'école. Ils arrivent à l'école fatigués, ils quittent l'école et ils font les devoirs à quel moment? Mais on est en train d'hypothéquer même le processus d'accumulation du capital humain parce que l'enfant doit aller à l'école apprendre, relire, mais quand ils sont fatigués à cause d'embouteillages, tout ça, ça joue.
Donc, à court terme, il y a des mesures à prendre, mais dans le long terme, il faut penser à des solutions qui consisteraient à revoir carrément le plan d'organisation de la ville de Kinshasa en termes de centre d'activité, centre d'intérêt. Ça, il faudrait le faire, mais il faut avoir une vision et le courage de le faire et mobiliser les moyens et surtout les utiliser avec beaucoup de parcimonie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Alex Choué. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire. On vous a aujourd'hui, et même hier, vous étiez là, dispo, à répondre à notre invitation. On aimerait que ça soit continuel. Vous avez tellement de choses à donner. Merci. Mais il y a quand même un petit bonus pour vous. C'est faire appel à votre franchise. Si une fois, je ne suis pas prophète, vous êtes désigné, proposé comme ministre, lequel des ministères vous mettrez plus à l'aise? Dans la confession actuelle des choses, moi, je souhaiterais que l'on puisse combiner des ministères pour rendre, comme j'ai dit tout à l'heure, compact l'espace de décision. Et vous sentirez mieux et actif dans un ministère qu'en étant tel que vous êtes? Oui, je peux faire beaucoup de choses, je pense, avec l'amour que j'ai du pays. Mais bon, je préfère ne pas en parler pour ne pas prêter le flanc à certains commentaires, mais je suis disposé à aider mon pays et je dois aider mon pays. En étant ministre ou pas, vous voulez et vous êtes engagé à aider votre Déjà, pays. là, je le fais puisque je partage mes idées et je fais de mon mieux pour que ça atteigne plusieurs décideurs. C'est déjà ma première contribution et le reste, on verra. Merci beaucoup. Merci de votre disponibilité. Merci, c'était un plaisir. Non, c'est un plaisir aussi. Merci beaucoup. Voilà, nous on a fini cette émission, ce numéro entretien. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.